Alors, rappel de cours sur la notion de conscience. On va commencer par une définition du terme et ensuite on étudiera les thèses de trois auteurs qui sont absolument centraux pour cette notion. Définition de la conscience. On va partir de l'étymologie. La conscience, ça vient de cum scientia, c'est-à-dire que la conscience signifie avec science. Donc si vous voulez définir la conscience, vous pouvez la définir comme une connaissance, en retenant bien simplement le fait que la conscience est une connaissance d'abord de soi, la conscience de soi, une connaissance du monde, mais aussi une connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas oublier cette dimension de la conscience comme conscience morale, mais c'est quelque chose sur lequel on reviendra plutôt dans un rappel de cours sur la morale. Rapidement, opinion commune sur la conscience. D'abord, la conscience, on dit souvent que c'est le propre de l'homme, que c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Et il y a aussi cette idée que la conscience va constituer la grandeur de l'homme par rapport à l'animal. Pour une critique de cette opinion selon laquelle la conscience serait la grandeur de l'homme, je vous renvoie à une vidéo qui a été faite sur la citation de Pascal « L'homme est un roseau pensant », où Pascal essaie de montrer que cette grandeur de l'homme, due à sa conscience, est une grandeur toute paradoxale. Là, ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt la question de savoir si on peut connaître le moi. Elle permettra d'envisager trois auteurs absolument importants. Alors évidemment, l'auteur central pour la conscience, c'est Descartes. C'est Descartes parce que c'est le premier à avoir fait de cette notion, la conscience, une notion centrale de la philosophie. Pour bien comprendre Descartes, on va commencer par rappeler le projet cartésien. Ça constitue comme un fil rouge, un fil conducteur dans sa pensée qui permet un petit peu de s'orienter. Qu'est-ce que ce projet cartésien? Descartes entend rejeter toute la scolastique. Alors la scolastique, c'était l'enseignement qu'on recevait à l'école à l'époque de Descartes. C'est un mélange un petit peu de philosophie d'Aristote et de théologie. Donc Descartes entend rejeter toute la scolastique, tous les arguments d'autorité, pour exiger une certitude absolue en science et en philosophie. Plus précisément pour Descartes, il s'agit pour la science et la philosophie de se calquer sur le modèle des mathématiques, à cause évidemment de l'exactitude qu'on trouve en mathématiques. Et bien Descartes veut trouver cette même exactitude en science et en philosophie. Alors Descartes formule ce projet et il faut ensuite passer à la première étape de la philosophie de Descartes qui est assez connue, c'est que Descartes, pour fonder le savoir, va devoir, dans un premier temps, révoquer en doute l'ensemble des choses que l'on tient pour vraies, et même les choses que l'on tient pour être les plus certaines. Je vous renvoie ici à la première des méditations métaphysiques de Descartes, où l'auteur formule une série d'arguments qui visent à révoquer en doute l'ensemble de nos connaissances. Alors il y a l'argument de la tromperie des sens, il y a l'argument du rêve, selon lequel il n'existe aucun critère qui permette de distinguer le rêve de la vie diurne, donc on ne sait jamais si on est véritablement en train de rêver ou pas. Et il révoque aussi en doute les vérités mathématiques par l'argument du malin génie, c'est-à-dire cette idée selon laquelle on peut toujours imaginer un Dieu qui s'évertuerait constamment à me tromper dès lors que je fais les raisonnements les plus simples en mathématiques. Donc Descartes, c'est la première étape de sa philosophie, révoque en doute toutes les connaissances. C'est la raison pour laquelle on appelle le doute cartésien doute hyperbolique, il concerne l'ensemble des connaissances, mais il faut tout de suite garder en tête que le doute cartésien, hyperbolique, est aussi un doute méthodique. C'est un doute méthodique au sens où Descartes ne doute pas pour douter. Le doute chez Descartes n'est pas une fin en soi. Descartes ne doute pas, si vous voulez, à la manière des sceptiques. Si Descartes doute, c'est dans l'optique de trouver une première vérité absolument indubitable, dont on ne pourra absolument pas douter, pour ensuite fonder la connaissance. Alors, la question qui se pose est celle de savoir quelle est cette première vérité sur laquelle m'appuyer alors que je doute d'absolument tout. Eh bien, dit Descartes, si je doute d'absolument tout, il y a au moins une chose qui est sûre, c'est que je pense et que donc j'existe. Je peux me tromper sur absolument tout, il reste que si je me trompe, alors j'existe forcément. On reconnaît là, du coup, la première certitude de Descartes, qui est le cogito ergo sum, le « je pense donc je suis », première certitude absolument indubitable, absolument évidente, et qui constituera le modèle de toutes les connaissances. On retient également que Descartes ne va pas simplement se contenter de déduire du cogito une simple existence indéterminée. Si le « je » peut être conçu par soi, c'est-à-dire indépendamment de toute autre chose, il faut voir que pour Descartes, le « je » peut également être dit exister par soi, c'est-à-dire qu'il existe indépendamment de tout autre attribut, au sens où seule la pensée constituera son essence. Descartes dit, quand je réfléchis à ce qu'est le « je », je trouve une pensée que je peux concevoir clairement et distinctement
indépendamment de tous les attributs qui appartiennent à la substance matérielle, c'est-à-dire l'étendue en longueur, largeur et profondeur. Donc toute l'essence de la pensée, dit Descartes, réside dans une substance immatérielle. Je crois qu'il peut être intéressant, pour finalement retenir quelque chose d'important chez Descartes, d'apprendre la citation suivante. C'est une définition qu'il donne de la pensée dans les Principes de la philosophie. Descartes écrit « Par le mot de pensée, j'entends tout ce qui se passe en nous de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes. » On voit bien qu'ici, à travers cette citation, Descartes assimile pensée et conscience. C'est la même chose pour lui. Il n'y a de pensée que conscience, et c'est cette assimilation entre pensée et conscience que Freud, par exemple, critiquera en disant qu'il peut exister des pensées inconscientes et que la conscience ne constitue qu'une partie de la pensée. Donc, Descartes nous apprend que la conscience de soi, c'est la première vérité, la première certitude, la chose que l'on connaît le mieux, le modèle de toutes les vérités. On va cependant se poser la question suivante, celle de savoir si on peut véritablement accéder au moi, et si facilement. Ici, on va faire appel à un deuxième auteur très important pour la notion de conscience, c'est David Hume, philosophe du XVIIIe siècle. Avant d'exposer la thèse de Hume sur la conscience, il convient de rappeler que Hume était un empiriste. Qu'est-ce que l'empirisme ? Eh bien, l'empirisme, c'est une thèse qui prétend que toute connaissance doit dériver d'une impression. Si je connais une chose, c'est que j'en ai eu l'impression, c'est que j'en ai fait l'expérience, dit Hume. À partir de là, l'auteur se pose la question suivante. Ai-je jamais l'impression d'un moi qui demeure constant dans le temps et qui dure? Fais-je jamais l'expérience d'un moi qui s'inscrit dans le temps? En d'autres termes, Hume pose la question de l'identité personnelle. Fais-je l'expérience de quelque chose qui demeure identique quand je regarde en moi? Eh bien, dit Hume, ce n'est pas du tout le cas. Quand je regarde en moi, je n'ai jamais affaire à une impression qui dure. Quand je regarde en moi, j'ai toujours affaire à telle ou telle impression particulière. J'ai toujours affaire, en réalité, quand je regarde en moi, à une série d'états qui sont discontinus, à une impression de plaisir ou de peine, à une impression de lumière ou d'ombre, etc., etc. Donc, dit Hume, on peut même aller jusqu'à imaginer que si je n'ai aucune impression, par exemple lors d'un sommeil profond, alors on peut réellement dire que je n'existe pas. On a donc chez ce philosophe une critique de l'identité personnelle parce que je ne peux jamais avoir affaire à un moi constant. J'ai toujours affaire à une série d'états discontinus et en ce sens, le moi serait une fiction. Donc critique de l'identité personnelle chez Hume, critique empiriste qu'il faut bien connaître et qui peut servir à répondre à la question « peut-on connaître le moi ?» Pour Hume, c'est une fiction. On ne va cependant pas s'en tenir à cela, et on va envisager un troisième auteur qui permettra peut-être de répondre à la critique de Hume, c'est Hegel, philosophe du XIXe siècle, père de ce qu'on appelle l'idéalisme en philosophie. Hegel dit la chose suivante. Il dit « Je ne peux jamais accéder directement au moi. Je ne peux jamais prendre conscience immédiatement de mon intériorité. » La thèse de Hegel est plus précisément la suivante. La conscience, pour prendre conscience d'elle-même, a besoin de s'extérioriser dans le monde en produisant des œuvres concrètes. La conscience de soi, dit Hegel, n'est donc pas immédiate. Elle est toujours médiate, elle a besoin de la médiation de l'extériorité. Bon, dit comme ça paraît un petit peu abstrait, mais en réalité, c'est une thèse dont on fait l'expérience dans des situations très communes. Par exemple, parfois on a l'impression que notre avis sur un sujet est un petit peu confus. On ne sait pas très bien quelles sont nos idées sur un sujet. Et il suffit de se mettre à en parler, par exemple dans une discussion avec un ami, pour s'apercevoir qu'en réalité on avait beaucoup de choses à dire sur le sujet, et c'est de cette façon qu'on en prend conscience. De la même façon, vous avez un sujet de dissertation, et il ne vous inspire pas du tout. Vous avez l'impression de ne rien avoir à dire dessus. Et il suffit de se mettre à écrire pour tout d'un coup s'apercevoir qu'on avait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc la médiation de l'extériorité servirait à la conscience pour se prendre conscience d'elle-même, d'une certaine façon. Et chez Hegel, toute production humaine, d'une certaine manière, n'est jamais que l'extériorisation de la conscience. C'est une façon qu'a la conscience de se projeter dans le monde pour se contempler et se connaître ensuite. Ainsi, pour Hegel, l'inconscience dans l'histoire va produire l'art et la religion, mais aussi des institutions politiques. L'État ou les lois sont comme l'extériorisation des idéaux de paix et de justice qui sont inscrits en l'homme.
Ainsi peut-on dire que pour Hegel, la conscience de soi est possible, mais elle ne peut jamais être immédiate. Il faut toujours une médiation, celle de l'extériorité. L'homme, en agissant, ôte au monde son caractère farouchement étranger et jouit des choses en ceci qu'il y voit une transformation, une inscription extérieure de sa propre intériorité. Donc que retenir de ce rappel de cours sur la conscience ? La thèse cartésienne selon laquelle l'expérience de la conscience constitue la vérité la plus immédiate, la plus certaine, le modèle de toutes les vérités, et la définition cartésienne de la pensée comme pensée consciente, il n'y a pas de pensée qui ne soit pas consciente. La critique empiriste de Hume, c'est-à-dire l'idée selon laquelle je n'ai jamais accès immédiatement à un moi qui dure, on a une critique de l'identité personnelle, j'ai toujours affaire à des états discontinus. Et enfin, la thèse hegelienne, qui est que la conscience de soi ne peut jamais être immédiate, mais toujours médiate. Il y a toujours besoin de la médiation de la production d'une œuvre concrète dans le monde pour pouvoir se contempler et donc prendre conscience finalement de nos idées.